Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans un nouvel épisode de la face cachée des parcs et aujourd'hui, en ce mois de Spooktober, on va parler de l'attraction la plus spooky de Disneyland, The Haunted Mansion. Comme vous le savez peut-être déjà, les studios Disney prévoient de refaire un film sur The Haunted Mansion et déjà ça part mal parce qu'ils prévoient de le sortir en été 2023. Un film sur The Haunted Mansion, vous voulez le sortir en été? Non mais, non, t'as rien compris, en fait c'est pour vendre les goodies à la période Halloween. Ah ouais, ouais, c'est pas bête. Mais bon, bref, on aura l'occasion d'en reparler quand ça sortira. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'attraction et sur ce qui fait la magie de Disney. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, The Haunted Mansion ne faisait pas partie des attractions de Disneyland à son ouverture en 1955, mais elle était déjà dans la liste des idées de Walt Disney bien avant celle d'ouvrir un parc d'attractions. Walt Disney tenait à faire une attraction sur une maison hantée afin d'aborder des sujets plus sombres et matures et divertir à la fois les adultes et les enfants. Et oui, Disney pensait quand même aux adultes qui ont aussi besoin de se divertir autant que les enfants. À la base, l'attraction devait être un parcours scénique à pied où les visiteurs seraient guidés par le majordome de la demeure du Captain Gore, alias Black Bart. D'après la première storyline de l'attraction écrite par Ken Anderson, le manoir appartiendrait au pirate retraité Bartholomew Gore. Il allait se marier avec sa bien-aimée Priscilla, mais il la tua après qu'elle a découvert les secrets de son ancienne vie de pirate. Mais tourmenté par le fantôme de sa future épouse, il finit par se pendre. Depuis, on raconte que leurs esprits hantent la demeure. Et c'est de cette idée que viennent les personnages de la mariée et du pendu. Mais bien avant d'avoir pensé à l'histoire, les Imagineers avaient d'abord réfléchi à l'aspect extérieur de la maison. La première ébauche de l'attraction date de 1951. Il s'agit d'un dessin de Harper Goff, représentant un vieux manoir qui tombe en ruine en haut d'une colline. Au tout début, le manoir devait se situer au bout de Main Street, comme avec le reste des bâtiments de la ville créés pour le parc, mais il n'y avait pas assez de place pour l'intégrer. Walt Disney désapprouvait aussi le fait que le manoir ait un aspect délabré car cela gâcherait la magie du parc. D'après ses mots, l'aspect extérieur était la charge des vivants et l'intérieur des fantômes. Eh oui, franchement, t'imagines une vieille maison toute pourrie à côté de la maison de Mickey ? No way. En tout cas, ça nous aide pas trop parce qu'on a à peu près le concept, mais on sait pas à quoi ça va ressembler et on sait pas où est-ce qu'on va la mettre. Du coup, l'attraction n'était pas prête pour l'ouverture du parc en 1955 et le projet a été mis en attente, jusqu'à ce que les Imagineers se repenchent sur le projet en 1957. S'il n'y avait pas de place sur Main Street pour le manoir, où est-ce qu'on pouvait la mettre? On avait d'abord proposé de placer la Ghost House dans un endroit vide de Frontierland, mais juste après l'ouverture du parc, des projets d'extension furent vite proposés à cet endroit même. Le manoir serait donc installé dans la toute nouvelle zone intitulée New Orleans Square, et afin de mieux correspondre à la zone, son aspect extérieur fut totalement revu par l'Imagineer Ken Anderson, qui lui donna un aspect colonial de plantation. Une fois le projet validé par Mr. Disney, la façade fut construite de 1961 à 1963. Ok, super, ça y est, on a enfin construit le manoir. Il est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, carrément, mais sinon, il y a quoi dedans? Est-ce que c'est vrai que l'attraction est tellement effrayante qu'il y a des gens qui sont morts pendant la visite test? Attends, est-ce que c'est vrai que Walt Disney a construit le manoir parce qu'il voulait habiter à l'intérieur du parc? Quoi? Non, mais en fait, on sait juste pas quoi mettre dedans. Ah. Ok, ouais, voilà. La première version de Ken Anderson, avec le Captain Gore et sa fiancée Priscilla, fut finalement abandonnée, mais Walt Disney voulait quand même qu'un mariage soit célébré dans le manoir. Parmi les storylines rejetées, une voulait faire croire qu'il s'agissait d'une véritable demeure hantée achetée en Louisiane, puis importée dans le parc avec tous ses fantômes. Une autre devait inclure le personnage du cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Oh, ça aurait pu être cool! Au final, les Imagineers se sont plus concentrés sur les scènes et les effets qu'ils voulaient placer dans l'attraction, plutôt que penser à la storyline. Les visiteurs n'auraient plus qu'à imaginer l'histoire de cette mystérieuse demeure. Ken Anderson quitta le projet de l'attraction en 1958 et fut remplacé par Yale Gracie et Rolly Crump pour s'occuper des effets spéciaux et des illusions de l'attraction. Rolly Crump proposa plusieurs idées qui n'ont pas tout abouti, comme par exemple une scène de post-show présentant une collection d'objets étranges venus des quatre coins du monde. Le projet avançait bien et fut présenté pour la première fois à la télévision en 1965 dans l'émission Walt Disney's Wonderful World of Color. On pouvait apercevoir des éléments de la future attraction comme les portraits de la Stretching Room
ou encore des mécanismes conçus par Yale Gracie. Malgré l'avancement du projet, l'attraction n'ouvrira pas ses portes avant 1969, car Walt Disney avait d'autres projets, notamment avec la création du Carousel of Progress ou encore It's a Small World pour le New York World Fair de 1965. En attendant, les Imagineers peaufinèrent l'attraction et avec l'avancée de la technologie, ils décidèrent qu'à la place d'un parcours scénique à pied, les visiteurs se déplaceraient dans des wagons Omnimover ou renommés Doom Buggies pour l'attraction. Hey! Salut poupée, tu montes dans mon Doom Buggy? Oh non, non! Le système Omnimover est pratique car il permet une circulation continue dans l'attraction et donc permet d'accueillir plus de visiteurs. Yes! Cela permet également de mieux gérer la narration car la rotation des wagons peut être contrôlée en fonction des scènes. Ça y est, on y est presque! On y est presque! Ça! Malheureusement, avec la mort de Walt Disney en 1966, l'avancée du projet fut encore ralentie. R.I.P. Disney. Heureusement, Disney avait laissé le champ libre à ses Imagineers sur le plan artistique. Cependant, un grand dilemme se posa dans l'équipe. Est-ce que ça doit faire peur ou être drôle? La question à 1 million. Alors que le dilemme faisait rage au sein de l'équipe artistique, selon Rolly Crump, Walt Disney préférait que l'attraction ne soit pas trop sombre avec des éléments sanglants, mais que ça soit plus léger. Pour que ça soit à la fois spooky, mais également amusant, les musiciens Buddy Baker à la musique et Xavier X Atencio aux paroles composèrent la désormais célèbre et iconique chanson de The Haunted Mansion, Grim Grinning Ghost, à la fois drôle et lugubre. L'attraction fut composée en 2 parties. La première écrite par Claude Coates, qui mise plus sur l'ambiance sinistre, alors que la deuxième partie, écrite par Mark Davis, met en scène le cimetière festif. Afin de relier les 2 parties pour faire un ensemble cohérent, X Atencio rédigea la narration du Ghost House et finalisa ainsi le projet. Ok, ça y est, c'est fini, on peut ouvrir l'attraction maintenant? Après 15 ans de travail, The Haunted Mansion fut inauguré en août 1969. Encore une fois, on était... Pourquoi? Enfin, c'est quoi votre problème avec d'ouvrir des trucs d'Halloween en été? Eh ben, en août, du coup, il fait chaud dehors, à l'extérieur. Et du coup, comme c'est à l'intérieur, il fait plus frais. Et du coup, les gens, ils viendront à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai, il y a eu des morts dedans? Bref, après avoir trimé autant d'années, on est bien content que le projet ne fut pas abandonné car l'attraction fait partie de l'une des préférées des visiteurs. Et pour cause, les effets spéciaux, la narration, les personnages, les illusions, la musique, tout l'univers de The Haunted Mansion a été méticuleusement étudié et pensé pour que les visiteurs soient transportés dans son histoire. Et après plus de 50 ans d'activité, le manoir est encore très populaire. En effet, l'attraction a su se renouveler au fil des années, notamment avec la rethématisation saisonnière de Haunted Mansion Holiday qui a lieu chaque année depuis 2001, d'octobre à janvier, avec l'incorporation des personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Des améliorations et des rénovations ont aussi contribué au fait que l'attraction est toujours aussi populaire, comme l'aspect de la mariée dans le grenier qui a changé plusieurs fois pour finalement avoir sa propre backstory et un nom, Constance Hatchaway. On pourra toujours en reparler dans une autre vidéo parce que je la trouve super cool. Et je trouve qu'à côté, notre Mélanie fait un peu pâle figure. L'idée de The Haunted Mansion fut ensuite exportée dans le parc de Floride en 1971. Il s'agit plus ou moins de la même attraction. L'aspect extérieur est cependant différent car le parc de Floride ne possède pas la zone New Orleans Square. Sa façade a donc été modifiée afin de correspondre à la zone de Liberty Square. L'attraction possède également 2 scènes inédites par rapport à sa sœur de Californie. En 1983 ouvre la version de Tokyo Disneyland, qui est une réplique de celle de Floride. Le manoir est cependant placé à Fantasyland car les fantômes sont plus considérés comme faisant partie des contes dans la culture asiatique. La version européenne Phantom Manor et chinoise Mystic Manor s'inspirent des modèles américains, mais sont totalement différents de par l'aspect, l'histoire et l'ambiance. Voilà comment à partir d'un concept, on arrive à faire différentes histoires sans dénaturer la base de l'attraction. Personnellement, ce genre d'attraction me manque beaucoup dans les parcs Disney aujourd'hui, parce qu'on pouvait vraiment découvrir l'histoire et l'interpréter comme on voulait, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire canon. En tant que visiteur, je trouve qu'il y a vraiment une interaction dans The Haunted Mansion parce que on rentre, on nous fait visiter ce manoir et on découvre l'histoire au fur et à mesure sans vraiment qu'il y ait de storytelling, même s'il y a un narrateur. Il y a plein de choses qui sont sous-entendues, qu'on nous dit pas directement. Et c'est vraiment comme si on faisait partie de l'histoire. Oui, mais tu vas me dire, dans Buzz et Spider-Man, on interagit plus parce qu'on tire sur des cibles et tout ça, non, c'est pas ce genre d'interaction auquel je parle. C'est vraiment, ça nous fait voyager, ça nous fait vraiment
réfléchir un petit peu, alors que dans Buzz ou Spider-Man, bah, tu réfléchis pas, hein. On te donne l'histoire, on dit que c'est ça l'histoire et puis voilà, c'est tout, t'as pas à réfléchir 36 autres solutions quoi. T'arrives dans le manoir et tu te dis waouh, c'est quoi l'histoire de ce fantôme là, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle pleure, comment ils en sont arrivés là, et puis après toi t'imagines le pourquoi du comment, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Pour moi, la qualité et la richesse de Haunted Mansion font partie des meilleures attractions des parcs Disney. J'ai pas eu l'occasion de tous les faire, mais des versions que j'ai pu faire, à chaque fois c'était vraiment un univers incroyable. Je trouve qu'avec la technologie de maintenant, vraiment, on est vraiment bien dans l'univers, bien intégré dedans, et c'est ça qui fait la magie de l'attraction quoi. Alors dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur ce point, et moi je serais curieuse de savoir quelle est votre attraction préférée à Disney. N'hésitez pas à partager la vidéo et mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, ça nous aide vraiment beaucoup et on vous remercie si vous le faites. Merci encore à vous de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était la face cachée des parcs, à la prochaine.